exercice dans lequel on va essayer de revoir la loi de Lenz et puis la loi de Faraday. On va les appliquer. Alors, on vous dit là, vous avez un petit schéma là. Donc, vous avez une barre homogène MM. Voilà, une barre conductrice, bien sûr, de cuivre, par exemple, de masse M qui peut glisser sur deux rails verticaux. Donc, là, vous avez les rails. C'est comme en effet, ça, c'est comme le dispositif des rails de Laplace, mais il est en position verticale. OK? Alors, là, vous avez, donc la distance Mn est égale à L. De l'autre extrémité, je vais relier une résistance, R. Et puis, le dispositif, il est plongé dans un champ magnétique uniforme. Là, vous avez un champ magnétique uniforme qui est dirigé vers vous. Donc, il est perpendiculaire au plan de circuit fermé. Ça, c'est un circuit fermé. Et là, vous définissez un plan et ce champ magnétique, il est perpendiculaire à ce plan-là. OK? Alors, la barre est abandonnée à l'instant T0 sans vitesse initiale. C'est-à-dire, à l'instant T0, on va libérer cette barre. Et bien sûr, puisque vous avez un montage qui est vertical et grâce à la pesanteur, là, vous avez la pesanteur qui va travailler. Donc, le poids de la barre, il va exercer une force qui va créer un mouvement vers le bas, parce que là, vous avez mg, okay, parce qu'il possède une masse, et vous êtes dans un champ de pesanteur. Bien sûr, là, on suppose qu'on est dans un champ de pesanteur G. Okay? Alors, et à l'instant ça, on va considérer que ça, c'est l'instant t est égal à 0, et à cet instant-là, la vitesse est égale à 0. OK? La vitesse initiale. Alors, on vous demande en premier d'exprimer la variation de flux magnétique induit par le mouvement de la barre. Donc, on vous dit la variation de flux. D'abord, pourquoi le flux doit varier? Pourquoi je vais avoir une variation du flux dans ce montage? Parce qu'on va avoir un mouvement de la tige. Alors, ce tige va donner une variation de la surface. Très bien, très bien, très bien, très bien. Quand la barre va commencer à se déplacer, elle va changer la surface délimitée par le circuit. Et en effet, cette surface, elle va diminuer. On va avoir une diminution de la surface. Parce que quand la tige se déplace, alors cette surface-là, elle va diminuer. Si elle se déplace, par exemple, de la position M, M', alors là, je passe de cette surface, la grande surface, d'une petite surface. Et donc, je vais avoir une diminution de la surface. Et ça signifie que, en effet, avant de chercher la variation du flux, le flux est égal à quoi? Le flux par définition, alors par définition, c'est BDS. Donc, ça, c'est un champ uniforme. Donc, donc le DS, il est perpendiculaire à ce plan. Voilà un élément de DS de surface. Donc, le vecteur N, il est dirigé vers vous. Ce qui fait que BDS, ils sont collinéaires. Donc, c'est tout simplement BDS. Et si vous êtes dans le système cartésien, donc je vais avoir tout simplement B dx dy. Et si vous intégrez, ça va donner quoi? Ça va donner B intégrale dx intégrale dy. Alors, je peux donc pour ça, je vais appeler ça, c'est la direction y, si vous voulez. Et ça, c'est la direction x. Donc, pour y, c'est entre 0 et L, tout simplement. C'est cette longueur, c'est entre 0 et L. C'est entre 0 et L. Et pour x, qu'est-ce que je peux dire? C'est entre 0 et quoi? Essayez de noter ça. Je peux noter ça, si vous voulez, L. OK? Grand L. Et quand la tige se déplace, il va prendre un certain. Donc, supposons que la tige, il est là.
Donc, je vais considérer que ça, cette distance, par exemple, c'est x. Et donc, là, qu'est-ce que vous avez cette longueur-là? C'est L moins x. Donc, je vais vous expliquer ça sur un autre schéma. Alors, lorsque la tige, donc supposons que la tige est là. Donc, voilà la surface que vous prenez. Voilà la surface sur laquelle je vais chercher mon flux, sur cette surface. Je suppose que la tige, à un instant donné, il est à une position, par exemple, là. Il est là. Alors, cette distance-là, il est L, il n'y a pas de problème. Alors, cette distance-là, je peux l'appeler, si vous avez la distance totale, celle-là, c'est L. Lorsque la tige il arrive à une position X, alors cette distance, c'est L moins X. OK? Et donc, ce qui fait que là, pour le dx, je vais intégrer entre 0 et L moins X. Tout simplement, qu'est-ce que vous trouvez là? Vous trouvez L fois L moins X. Et en effet, c'est la surface. Là, vous avez la surface, vous avez là, c'est L fois L moins X. Alors, ça, c'est l'expression de flux. Ça, c'est l'expression de flux. OK? Voilà l'expression de flux. Alors, non, on ne vous demande pas l'expression de flux, mais on vous demande sa variation. Alors, quand on vous dit sa variation, on effet sa variation en fonction de x. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il change là? C'est x. Ou bien en fonction de temps. Parce que en changeant x, x c'est une fonction de temps. Et donc, encore, le flux c'est une fonction de temps. Mais principalement, là, on vous parle de la variation en fonction de x. Donc, là, chercher défi sur dx. Donc, je vais dériver ça. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins b fois L. OK? Vous dérivez ça, ça va donner moins 1. La dérivée de ça, c'est moins 1. OK? Donc, ou bien vous pouvez écrire la variation, parce qu'on vous demande la variation défi. Donc, défi, si vous voulez, c'est moins b L dx. OK? Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, mais ça, c'est la variation du flux. Donc, on voit très bien là, on peut remarquer quelque chose là, que lorsque la tige se déplace, c'est-à-dire lorsque vous avez une variation dx, on va avoir une diminution de flux. Il est clair parce que là, vous avez le signe moins. C'est-à-dire la variation de phi par rapport à x, il est négatif. Là, il est négatif. C'est-à-dire vous avez une diminution de flux par rapport à x. Quand vous déplacez la tige, le flux va diminuer. C'est une diminution de flux. OK? Alors, ça, je peux l'écrire si vous voulez. Donc, il y a une diminution de flux lors de déplacement. Lors de déplacement. Ça, c'est très intéressant, cette phrase-là, parce que c'est ça qui va nous aider à appliquer la loi de Lenz, de la barre. Parce qu'une fois vous déterminez est-ce qu'il y a une diminution de flux ou une augmentation, vous pouvez appliquer la loi de Lenz. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande dans une deuxième question? On vous dit, en se basant sur la loi de Lenz. Faites attention, si vous allez bien suivre votre cours, la loi de Lenz, c'est une loi qualitative. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas de faire des calculs, mais de déterminer le sens de courant induit et de la force électromotrice induite, et de la force de la place induite dans le circuit. Donc, on vous demande déjà, en appliquant cette loi, de déterminer le sens de courant induit qui va circuler dans le circuit, donc dans cette résistance, et de la force électromagnétique qui va agir sur la barre, parce qu'on va y avoir l'apparition d'une force. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sens de courant? Est-ce que ça va être le sens horaire ou le sens anti-horaire? En effet, ça, c'était la première question.
Maintenant, on est sur la deuxième. Oui? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de courant? Essayez d'appliquer la loi de Lenz. Qu'est-ce qu'il vous dit, la loi de Lenz? Il vous dit que le courant induit doit apparaître dans le sens qui permet de s'opposer à la cause. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand la tige se déplace, qu'est-ce qui se passe au niveau de flux? Elle est claire là. Qu'est-ce que vous avez au niveau du flux quand la tige se déplace? Il va diminuer. Il y a une diminution de flux, très bien. Ça veut dire maintenant le courant qui va y apparaître naturellement. Il y a un courant qui va y apparaître naturellement dans le circuit pour s'opposer à cette diminution. Ce courant-là, il va essayer d'augmenter le champ ou de diminuer le champ. Est-ce que vous avez un problème avec les noms, les s'opposer ou quoi? D'augmenter le champ. Bien sûr, d'augmenter le champ. Non, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a une diminution de flux. Donc, on va essayer de faire quoi? D'augmenter le flux. Et pour que je puisse augmenter le flux, je ne peux pas changer la surface. La surface, il est en train de diminuer. Donc, je peux faire quoi? Augmenter le champ. Et donc, pour augmenter le champ, je dois créer un champ dans le même sens que le champ qui existe déjà. Le champ qui existe déjà, il est vers vous. Et donc, je dois créer un courant qui va créer un champ qui est vers vous. Et donc, ça va être dans le sens horaire ou anti-horaire? Anti-horaire. Anti-horaire. Vous êtes sûr? Oui. Oui? Qu'est-ce que vous appliquez? La règle de la main droite. Oui. C'est pas la règle de Tirbo-Champion. Mieux. Donc, le sens horaire. Donc, ça, c'est le sens horaire. Donc, ça va être anti-horaire, pardon. Donc, le sens anti-horaire. Donc, ça va permettre de créer un champ dans le même sens. Ça veut dire que je vais avoir un courant qui circule dans la résistance dans ce sens. Dans le cercle. Ça, c'est le sens anti-horaire. Ça, c'est le courant qui va apparaître. Ça, c'est le courant induit. OK? C'est le courant induit. OK? Qui apparaît lorsque la tige commence à se déplacer. OK? La tige commence à se déplacer, il y a un courant qui va avoir naissance dans votre circuit, sans aucun générateur. Faites attention, ça c'est le courant induit, qui vient de fait que vous faites un mouvement dans un champ magnétique. C'est un courant induit. OK? Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire que alors, le courant induit doit apparaître, ou bien apparaît dans le sens anti-horaire pour créer un champ, B induit. Donc là, je vais avoir la naissance d'un deuxième champ. Donc, un deuxième champ B induit qui va s'ajouter maintenant le champ total B total. Ça va être le B que vous avez déjà plus B induit. OK? Alors, dans le même sens que B. OK? Ça, c'est selon quoi ça? C'est selon la loi de Lenz. Vous appliquez Lenz selon
Lenz. C'est Lenz qui vous dit ça. OK? Alors, maintenant, une fois vous avez un courant maintenant vous avez un courant qui va apparaître là et votre circuit, il est plongé dans un champ magnétique. Donc, quand vous avez un circuit qui est parcouru par un courant et qui est plongé dans le champ magnétique, il va subir quoi? Une force de la place. Une force magnétique. Une force électromagnétique de la place. Parce que maintenant, vous avez créé un courant et votre circuit, il est dans un champ magnétique, donc il va subir une force électromagnétique. OK? Alors, cette force électromagnétique, est-ce que vous pouvez me déterminer le sens? D'abord, moi, je ne vous demande pas d'utiliser la loi de Lenz pour le moment. Parce que je vais vous montrer que tout simplement, vous pouvez l'utiliser directement sans faire les règles que vous connaissez. Mais moi, je vous demande d'utiliser la règle des 3 doigts ou bien de bonhomme d'ampère. Parce que ça, vous le connaissez. Déjà, vous avez le courant et vous pouvez déterminer la force. Alors, si vous utilisez le bonhomme d'ampère dans la tige, je parle de la tige, parce que la force, elle va s'appliquer à la tige qui est en mouvement. Les rails sont fixes, donc je ne vais rien voir. Alors, le bonhomme d'ampère là, voilà le bonhomme d'ampère. Donc, ses yeux sont vers vous, parce que le champ il est vers vous. Et donc, sa main gauche, voilà sa main gauche, il va signaler, il va vous dire, voilà, la force doit être dans ce sens. OK? Et donc, si je peux maintenant présenter la force, donc la force va être dans ce sens. Voilà, ça c'est la force de la place qui va s'appliquer à cette tige-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Déjà, sur cette tige-là, vous avez une force. C'est la force mg. Vous l'avez déjà. Ça parce que vous êtes dans un champ de pesanteur et vous avez une tige qui est dans un dispositif vertical, elle va subir la pesanteur. Alors là, c'est là où vous voyez très bien la loi de Lenz. Ça, c'est exactement la loi de Lenz. Parce que la loi de Lenz, qu'est-ce qu'il vous dit? Une phrase très simple que vous avez dans le cours. Je ne sais pas si vous avez bien compris cette phrase-là ou non, mais dans la loi de Lenz, on vous dit, là sur, je pense, fondamental, voilà, l'énoncé de la loi de Lenz. Les phénomènes d'induction s'opposent par leur effet aux causes qui leur donnaient naissance. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça ou non, mais il faut comprendre c'est quoi l'effet d'abord et c'est quoi la cause. Alors, et on vous dit que le phénomène d'induction, il crée un courant. Mais ce courant-là, il va essayer de créer des effets. La force-là, c'est un effet. C'est un effet de courant. C'est un effet. Et cet effet, la force, doit s'opposer à la cause. Alors, dites-moi, ce problème, tout le problème que vous avez dans cet exercice vient de quoi? Quelle est la cause de tout ce qu'on est en train de faire, d'avoir là? Pourquoi j'ai une diminution des flux? Pourquoi on a créé un courant? C'est quoi le problème? C'est la force mg. C'est la force mg, c'est-à-dire c'est la pesanteur. La pesanteur, c'est la vraie cause là que vous avez. Parce que si vous n'êtes pas dans un champ de pesanteur, la tige ne va pas se déplacer et le flux va rester constant. Donc le problème, c'est la gravitation, c'est mg, c'est la cause. Donc la cause, c'est mg. Et donc, selon la loi de Lenz, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'opposer à cette cause. Et pour s'opposer à une force, il faut créer une force dans le sens opposé. Ce que vous voyez déjà là. C'est-à-dire que naturellement, ce circuit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se défendre d'une manière à créer une force dans le sens opposé de la cause mg. Ce que vous voyez déjà. Vous voyez que FL là, la force de la place, c'est un effet. C'est l'effet de courant. Il va être dans le sens opposé de la cause. Alors là, c'est là que vous voyez exactement la loi de Lenz. C'est dans cet exercice-là. OK?
Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que c'était dit clair? Oui? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez bien compris cette notion-là de la loi de Lenz? Au moins, essayez de dire non ou de dire oui, même si vous n'interprétez pas. Non, Vous n'avez pas compris. non. Non, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter? Répétez quoi exactement? Parce que ça fait un quart d'heure que j'explique la loi de Lenz. Non, cette dernière, à propos de la cause. À propos de la cause. Alors, essayez de suivre avec moi. Vous avez une tige qui est en train de se déplacer. Voilà la tige. Et là, le circuit il est fermé là. Alors, pourquoi cette tige-là déplace? Pourquoi elle se déplace? Pourquoi elle va se déplacer dans ce sens? À cause de la force de Donc, gravitation. c'est Ah, infligé. la cause là, c'est mg. C'est la gravitation. OK? Ça, c'est la cause de déplacement. Alors, ce déplacement-là, ça va donner un déplacement. Donc, ça, c'est le problème. Il va faire quoi ce déplacement-là? Qu'est-ce qu'elle va poser comme problème? Qu'est-ce qu'il va changer? Il va changer le flux. Ou bien, en effet, il va changer la surface. Il va changer la surface délimitée par ce circuit. La surface commence à diminuer. Quand la surface commence à diminuer, le flux commence à diminuer encore. OK? Alors, le circuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de défendre, de résister au changement. Ça, c'est comme la loi de Newton pour les mouvements inertiels. Donc, il va résister. Il va essayer d'empêcher D'augmenter le... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire quoi? Il va essayer de défendre à cette force. Comment est-ce que je peux défendre une force? Par la création d'une force dans l'autre. Dans le sens opposé. Ah, très bien, dans le sens opposé. Mais moi, je suis un circuit électrique. Je suis un circuit électrique. Est-ce que je peux appliquer des forces? Tout ce que je peux faire, c'est quoi? Appliquer la force Je électromagnétique. suis un circuit électrique. Comment est-ce que je peux défendre? Un circuit électrique, il contient quoi? Des électrons. Donc, je peux générer tout simplement un courant. OK? Donc, le circuit, il ne peut pas directement créer une force, mais il peut créer un courant. Donc, tout ça, il va faire quoi? Le circuit, il va essayer de créer un courant. Donc, il va créer un courant I induit. Et comme il va créer un courant induit, lorsque là, on va avoir l'apparition d'un courant, bien sûr, selon la loi de Laplace, on va avoir l'apparition d'une force. Et voilà, le courant induit va créer une force de Laplace. Mais faites attention, ce courant-là doit être dans le sens qui permet d'avoir une force dans le sens opposé de mg. OK? C'est-à-dire que le courant qui va être induit dans ce circuit-là ne va pas être dans n'importe quel sens, mais exactement dans le sens qui va permettre au circuit de défendre, de résister. Et donc, dans le sens qui permet d'avoir une force, dans le sens opposé de la cause de mg. Mais finalement, quand vous voyez tout ça de loin, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous appliquez une force mg et il y a une naissance d'une force dans le sens opposé. Et ça, en effet, c'est la loi de Lenz, parce que la loi de Lenz, il vous dit, quand vous essayez de changer quelque chose dans votre circuit, le circuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défendre. Et comment il va défendre? Il va s'opposer à la cause. Il va essayer d'annuler la cause. Et comment est-ce que je peux annuler la cause? La cause, c'est une force, je dois l'annuler par une autre force. Est-ce que c'est clair maintenant, l'idée? Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Très bien.
Ah, c'est de la pure physique. Donc, faites attention, là, il n'y a pas de calcul. La loi de Lenz, c'est de la pure physique. Il faut déterminer la cause, le problème, et à partir du problème, vous pouvez en déduire le sens du courant. Le problème, la cause, c'est mg. Mg, il va générer un déplacement. Ce déplacement, il va créer une diminution de la surface, donc une diminution de flux. Et donc, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois empêcher la diminution. Et pour empêcher la diminution, je dois créer un courant qui va augmenter le champ magnétique pour empêcher la diminution. Donc, en effet, il faut faire tout ce raisonnement dans la tête, toujours. OK? Alors, maintenant, donc, je dois écrire quoi là? Donc, ça, c'est pour le courant. Alors, pour la force électromagnétique, selon la loi de Lenz. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on vous demande ça de le faire dans un exercice, n'essayez pas d'utiliser le bonhomme d'Ampère. Ce n'est pas la peine. Parce que vous connaissez déjà que la cause est dans ce sens. Donc, on déduit directement que la force de la place doit être dans l'autre sens. Ce n'est pas la peine d'y aller chercher sur le bonhomme d'Ampère. OK? Parce que moi, dans la question, on vous dit, en se basant sur la loi de Lenz, il faut déterminer le sens de la force. C'est-à-dire là, oui, on a appliqué la loi d'Ampère, de bonhomme d'Ampère, la règle de bonhomme d'Ampère, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas une contradiction. Mais, normalement, là, on ne vous demande pas de l'appliquer. OK? Donc, selon la loi de Lenz, la force induite, parce que c'est une force induite, F, doit s'opposer à la cause. La cause, c'est quoi? Mg. Donc, F est dans le sens opposé. Donc, il est dirigé vers le haut, tout simplement, pour ne pas refaire la même phrase. Donc, ou bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, si vous avez, on a déjà là, je pense, un repère. Je n'ai pas défini un repère. Alors, si vous définissez là un repère, donc je pense que je vais choisir EX dans ce sens, parce qu'on va utiliser ça après, et EY dans ce sens. Alors, F, ça va être moins F EX. OK? Parce que G était GEX. G était dans le sens positif de X. Donc, je dois avoir le sens opposé. Maintenant, on a terminé avec la loi de Lenz. On va essayer d'utiliser maintenant la loi de Faraday. Alors, la loi de Faraday, c'est une loi quantitative qui permet de faire des calculs. La loi de Lenz, c'est une loi qualitative qui permet de faire des conclusions sans faire de calcul. Alors, on vous dit maintenant, en utilisant la loi de Faraday pour l'induction, exprimer la force électromotrice d'induction ainsi que le courant induit circulant dans la résistance R. Alors, pourquoi? D'abord, un petit rappel sur la loi de Faraday. La loi de Faraday, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que la force électromotrice, c'est-à-dire la tension qui apparaît dans votre circuit, c'est moins dφ sur dt. Ça, c'est dans le cours. Hein. Le signe moi là, tout simplement, ça vient de la loi de Lenz. Ça veut dire que je dois toujours y avoir le sens opposé. Ça vient de la loi de Lenz. La loi de Faraday, c'est tout ça. OK? Donc, ça, c'est la force électromotrice. OK? Qui va apparaître dans le circuit. Parce que, pourquoi on doit définir une force électromotrice?
Parce que là, vous avez un circuit dans lequel vous n'avez pas de générateur. Il n'y a pas de générateur là. Mais on va y avoir l'apparition d'un courant. Donc, puisqu'il y a l'apparition d'un courant, je peux imaginer, c'est comme il y a un générateur qui génère cette tension-là. OK? Ça veut dire que mon circuit là, ce circuit qui ne contient pas de générateur, puisque là, il y a un courant qui va apparaître dans ce sens, je peux imaginer que ça est équivalent maintenant à quelque chose comme ça. Et là, je dois imaginer qu'il y a un générateur, OK, qui va générer une force électromotrice, qui va générer un courant. Donc ça, c'est une force électromotrice qui va générer un courant I, parce que I, c'est un courant, donc il doit être généré par quelque chose. Donc électriquement, je dois imaginer qu'il y a une force électromotrice. Une force électromotrice, ça vous le connaissez, c'est un générateur. Un générateur, à chaque fois que vous avez une pile, vous dites, voilà, cette pile-là, elle possède déjà une force électromotrice que vous symbolisez par E. D'ailleurs, c'est la même chose. OK? Donc là, votre circuit maintenant, il génère de l'électricité. Donc, vous avez une force électromotrice. Pourquoi on appelle une force électromotrice en électricité? Parce qu'en effet, c'est une force qui va circuler les électrons, qui va générer un mouvement électromotrice. Il va donner de mouvement, de la motricité aux électrons. Il va donner de mouvement. OK? Donc, c'est ça en effet. Donc, vous cherchez cette valeur de E. C'est quoi? Faraday, il vous dit, quand est-ce que E n'est pas nul? C'est lorsque vous avez la variation du flux. Ça, c'est Faraday. Il vous dit que quand est-ce que je peux y avoir ça? C'est lorsque j'ai une variation de flux en fonction de temps. Mais est-ce qu'on est vraiment dans cette situation? Oui, parce que dans la première question, on a montré vraiment qu'il y a une variation de flux. OK? Pardon? Alors, on va essayer d'appliquer maintenant cette loi de Faraday. Alors, juste pour résumer, je pense, je ne sais pas, est-ce que vous avez bien suivi le cours sur Faraday? Alors, voilà. Alors, la loi de Faraday pour l'induction magnétique. Donc, là, vous avez M. Faraday, donc une petite biographie sur M. Faraday. Et puis, vous avez une petite vidéo sur la loi. Donc, dans les conclusions, donc on a dit voilà la loi, l'énoncé de la loi de Faraday. On vous dit que la variation de flux magnétique à travers un circuit fermé engendre dans ce dernier une force électromotrice qui est donnée par la loi E est également un défi sur dt. Donc ça, alors en effet, Faraday, il a fait des expériences, il a fait beaucoup d'expériences. Il a en déduit finalement que pour générer un courant dans un circuit, il y a deux méthodes. Soit vous changez, en effet, soit vous changez le champ magnétique, soit vous changez la surface. Dans l'exercice qu'on vient de faire maintenant, vous changez la surface. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'en effet, quand vous changez le flux, tout simplement. Parce que le flux, c'est quelque chose qui change lorsque le champ change ou bien lorsque la surface change. Parce qu'il est défini comme un produit scalaire de champ fois la surface. Et donc, il a déduit finalement que c'est un changement de flux, en effet, qui génère une force électromotrice. OK? Donc, vous changez soit le flux, soit le champ, soit la surface, soit les deux à la fois. Ou bien, tout simplement, ce n'est pas nécessaire de changer les deux, mais tout simplement de changer le produit scalaire. Parce que phi, c'est un produit scalaire BDS. Donc, soit vous changez B, soit vous changez DS, soit vous changez l'angle entre les deux. Parce que si vous changez l'angle entre les deux, parce que là, c'est BDS cosinus à un certain θ, si vous changez le θ, c'est-à-dire, ça, vous pouvez le faire si vous avez un circuit qui tourne. Vous avez quelque chose qui est en train de tourner. OK? À ce moment-là, je vais arriver sur ça dans l'exercice suivant. Donc, dans cet exercice, on ne change pas θ parce que B, il est parallèle avec DS. Donc, on ne le change pas. On ne change pas B parce qu'on vous dit que B, c'est une constante dans cet exercice. Il est uniforme. Mais qu'est-ce que vous changez? C'est la surface.
La surface, parce que la tige, lorsqu'elle se déplace, la surface diminue. Et donc, comme résultat, on va y avoir une variation de flux. Alors, maintenant, on va faire le calcul. Ça, c'est la physique derrière. Mais le calcul, il est simple. Vous avez déjà défi, c'est quoi? Défi, c'était moins BL dx. C'est déjà exprimé dans la première question. Et donc, E doit être moins D sur dt de cette expression moins BL dx. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Le moins avec le moins, donc ça donne plus. Donc, ça va donner BL dx sur dt. Et c'est quoi dx sur dt? Dx, c'est le déplacement élémentaire. Ça, c'est dx. OK? Dans un laps de temps dt. Donc, qu'est-ce que ça donne? La variation de x par rapport au temps, c'est quoi? La vitesse. La vitesse. La vitesse. Et donc, ça, c'est B, L, V de t. La vitesse. Avec V de t, c'est la vitesse de la tige. C'est la variation de dx dt parce que le mouvement se fait dans la direction de x, tout simplement. Il n'y a pas de mouvement dans les autres directions. Et vous voyez maintenant que vous avez obtenu une expression de la force électromotrice en fonction de la vitesse. OK? En fonction de la vitesse. Alors, je peux encore calculer le courant. Et pour le courant, induit. Donc, le courant induit, I, ça va être quoi? Donc, ça va être I de T, il est variable. C'est tout simplement, vous appliquez la loi d'Ohm dans ce circuit. Donc, vous considérez que les fils là, les tiges dans résistance négligeable, donc la seule résistance que vous avez là, c'est cette résistance-là, et vous appliquez la loi d'Ohm dans ce circuit équivalent, La loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il vous dit? Que ça, c'est E de T sur R. OK? Et donc, vous avez tout simplement B fois L sur R, V de T. Et donc, vous voyez que d'abord, c'est un courant variable. C'est le courant variable. Parce que la vitesse, il est variable. OK? Alors, on a terminé avec ça. Vous pouvez encore calculer même la puissance générée. Hein. La puissance électrique générée, qui va être E de T et de T. La puissance instantanée. On appelle ça la puissance instantanée qui va être générée là. Donc, ça va être, si vous voulez, R et de T au carré. Ou bien, vous pouvez la laisser comme ça. Donc, ça va donner quoi? Donc, ça va donner l'expression de… Donc, ça va donner B fois L sur R au carré là, V de T au carré. Ça, c'est la puissance. La puissance électrique générée dans le circuit. Alors, là, une question très intéressante. Là, je vous parle d'une puissance. Je vous dis que dans ce circuit-là, je vais générer une puissance. Et la puissance, c'est une énergie par unité de temps. Ça veut dire que je vais générer de l'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais créer de l'énergie électrique. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et dites-moi, cette énergie que je viens de créer, on vient de créer une énergie. Est-ce qu'on vient de créer une énergie de rien? Est-ce qu'on est en train de créer quelque chose de rien? Non, c'est impossible. Non. Impossible. Vous êtes d'accord d'abord que c'est impossible parce que on doit toujours respecter la conservation d'énergie qui vient de la causalité. La physique, elle est basée sur la causalité. Tu ne peux jamais créer quelque chose sans cause. Sans créer de l'énergie, ça veut dire il faut convertir une énergie à une énergie. Tu ne peux pas créer une énergie de rien. Dites-moi,
devient cette énergie C'est que je viens l'énergie de mécanique créer? d'un travail Quel type qui va d'énergie se mécanique transformer. devient cette énergie mécanique? Dites-moi. De déplacement. Ben, le déplacement, mais quand vous dites une énergie mécanique, il y en a deux. Ben, est-ce que c'est l'énergie potentielle ou cinétique? Énergie cinétique. L'énergie cinétique, faites attention là, faites attention, parce que là, l'énergie cinétique, c'est la vitesse. Vous créez de la vitesse, et en effet, la vitesse là, c'est elle qui va créer l'énergie électrique. Ça vient de ça. S'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de puissance électrique. L'énergie cinétique elle-même, on va la créer. Maintenant, quand je veux dire, j'ai créé quelque chose, il faut voir qu'est-ce qu'on perd. C'est-à-dire, on va avoir une diminution de quoi d'autre? Vous augmentez l'énergie électrique, vous créez de l'énergie électrique, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Quelque chose qui doit diminuer. C'est l'énergie Énergie potentielle. potentielle. Et pourquoi l'énergie potentielle doit diminuer? Tout à fait logique. Parce que vous changez l'altitude. Vous changez l'altitude. Ça, c'est un circuit vertical. Vous changez l'altitude. Vous déplacez d'un Z plus grand à un Z plus proche. Donc, normalement, vous perdez de l'énergie potentielle. Votre tige, l'énergie potentielle de votre tige, il diminue. Quand vous faites un mouvement vers le bas, vous convertissez l'énergie potentielle en autre type d'énergie. Donc, faites attention, la puissance que vous avez là, la puissance électrique que vous avez là, ça vient de l'énergie potentielle. Ok, faites attention, ça vient de l'énergie potentielle. Vous faites la conversion de l'énergie potentielle vers l'énergie électrique et vers l'énergie cinétique. Là, vous avez deux choses. L'énergie cinétique, c'est elle, l'énergie cinétique, elle va donner le déplacement. Et l'énergie électrique va donner le courant. Et ce courant-là, cette énergie va être dissipée dans la résistance. Il va donner de la chaleur. Donc, quand cette tige se déplace vers le bas, d'abord, vous avez l'énergie cinétique, parce qu'il se déplace. Et puis, vous avez de la chaleur qu'on va produire dans la résistance. Donc, tout ça, ça vient de l'énergie potentielle. Donc, il n'y a rien. Vous ne créez pas de l'énergie à partir de rien. Faites attention. Parce qu'il y a des gens, ils me disent, voilà, j'ai une bobine, je vais la faire tourner dans un champ magnétique et je vais créer de la puissance à partir de rien. Non, mais vous créez la puissance à partir de l'énergie mécanique. C'est-à-dire quand vous faites tourner une bobine, comme dans les vidéos, normalement, vous investissez au niveau de l'énergie mécanique. Il faut payer l'énergie mécanique pour y avoir de l'énergie électrique. Alors, je vais revenir à mon sujet. Donc, après, qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice? Donc, on a fait cette question-là. OK. Question De la force. Ah oui, on va déduire l'expression de la force. Alors, pour la force, toujours dans la même question. Donc, ce n'est pas la peine de chercher le vecteur, mais je vais changer tout simplement. Je vais essayer de chercher la norme de F. OK? Alors, selon la place, c'est quoi ça? Donc, définition de la place dF, c'est quoi? C'est. OK, je vais essayer de faire ça en commençant par la définition, OK, de la place. Alors, selon la place D de F, c'est quoi? Donc, c'est le courant que vous avez là, c'est I de T, que vous avez dans la tige DL vectorielle B. Ça, c'est la loi de la place. OK? Alors, on va intégrer sur quoi? On va intégrer sur la tige. Donc, je vais essayer de prendre tout simplement le schéma. Je vais reprendre le schéma. OK.
Alors, le courant I, c'est le courant que vous avez là. Voilà I de T. Et puis, DL, ça va être un élément de la tige. Donc, le DL, il est là. Et puis, le champ B, il est perpendiculaire à ce champ. Alors, DL, si vous avez là, donc, on a le même repère que j'ai choisi avant, EY dans ce sens, EX dans ce sens. Et EZ, c'est vers vous. Donc, B, c'est BEZ. Et DL, c'est moins DL EY. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais voir là? I de T, moins DL EY, BEZ. Donc, vous faites un petit calcul. EY, EZ, ça fait EX. Donc, ça fait moins I de T, DL, BEX. Et vous voyez très bien le signe moins dans l'opposé de X, ce qu'on a dit avant. Ça veut dire que vous avez la force F dans ce sens. OK? Alors, maintenant, je vais intégrer. Oui? Prof vectoriel, mais pas scalaire, n'est-ce pas? Oui, vectoriel, oui. Alors, F, donc c'est l'intégrale de df sur la tige. Sur la tige. Sur la tige qui est en train de se déplacer. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Vous intégrez dl sur la tige, ça va donner la longueur tout simplement. Donc, ça va donner moins I de t BL suivant EX. OK? Et donc, pour le module F, c'est I de T BL. OK? C'est I de T BL. Voilà la valeur de la force. Alors, je peux encore faire quelque chose là, c'est que je peux chercher la puissance de cette force. La puissance instantanée, pardon. La force instantanée, la puissance mécanique de cette force-là, elle est définie par le produit scalaire FV. Ça, vous le connaissez en mécanique. OK? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner donc F ou V. Donc, moi, je vais chercher la valeur absolue de la puissance. OK? Donc, la valeur absolue de ça. Ça va donner FV. Je ne m'intéresse pas aussi. OK? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner I de T BL fois V. Fois V. OK? Et vous voyez que ça, c'est quoi? C'est E de T. Et donc, finalement, c'est E de T, E de T, qui est égal à la puissance électrique. OK? C'est la puissance électrique que vous avez, qu'on a trouvé avant. OK? Essayez de penser à une interprétation à ça si vous voulez. Je vais passer à la dernière question, très intéressante là, parce qu'il va nous montrer maintenant exactement l'intérêt de la loi de Lenz. C'est à partir de cette équation que je vais voir l'intérêt de la loi de Lenz. Donc, on dit dans la quatrième équation, essayez d'établir l'équation différentielle du mouvement de la barre. On dit dans l'équation horaire, vérifiée par la vitesse, interpréter le résultat obtenu. OK? La question, elle apparaît quand vous faites la mécanique. C'est quand vous faites la mécanique, on vous demande l'équation différentielle, l'équation horaire, mais ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est de revenir sur la question 2 et de voir quelle est vraiment la signification de cette loi de Lenz. OK? Alors, on vous demande donc de chercher l'équation horaire. Donc, l'équation horaire, donc il faut faire d'abord le bilan des forces. Vous avez la force mg, vous avez la force F, la place. OK? Et puis, bien sûr, vous avez un mouvement dans ce sens-là. Et donc, vous avez une accélération dans ce sens. Donc, l'accélération encore, elle est dans ce sens.
Donc, je vais appliquer donc la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures est égale à M gamma. Alors, les forces extérieures, vous avez mg plus la force de la place est égale à M gamma, c'est-à-dire égal à M d de V sur dt. Alors, on va essayer de projeter sur EX, tout ça, produit vectoriel EX, faire la projection sur EX. Alors, pour MG, il est de le même sens que EX. Donc, EX, il est dans ce sens. Donc, ça va donner tout simplement MG. La force L, elle est dans le sens opposé. Donc, ça va donner moins F de la place. Et la vitesse, elle est dans le même sens. Donc, c'est M d de V sur dt. Alors, je vais essayer d'exprimer FL. On a déjà l'expression. C'était quoi? C'était... Je vais revenir. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour la force? I de T BL. Avec là, j'ai oublié quelque chose parce que I de T, je peux le remplacer. Le I de T, c'est encore quelque chose, voilà. BL V de TR. Donc ça va donner en effet B carré L carré sur R V de T. Ça, c'est la force. Parce que I de T, je dois l'exprimer en fonction des données de l'exercice. Donc, essayez de se rappeler de ça. Je vais revenir vers mon exercice. Donc, c'est moins B carré, I carré sur R, V de T. Pourquoi je fais ça? Parce que je dois trouver une équation différentielle en fonction de la vitesse. On vous dit, l'équation différentielle vérifie par la vitesse. OK? Voilà l'équation différentielle qui est vérifiée par la vitesse. Je peux la reformuler. Donc, je peux simplifier là les M. Donc, je vais avoir un M qui apparaît là. OK? Donc, je vais avoir D de V de T sur dt plus B carré L carré sur MR V de T égale à J. Voilà mon équation différentielle. OK? C'est une équation différentielle de premier ordre avec second membre. Est-ce que vous êtes d'accord? Équation différentielle de premier ordre. C'est premier ordre. Mais avec un second membre. Là, vous avez quelque chose de l'autre côté. OK? Alors, je peux, donc celui-là, je pense, je vais l'appeler, ce terme, je vais l'appeler 1 sur taux. Je vais poser taux est égal à MR sur P au carré et le carré. Ce terme-là, je vais l'appeler taux. Donc, je peux écrire mon équation maintenant. D de V de T sur dt. Pourquoi je l'appelle un taux? Parce que vous pouvez vérifier que ça, il est en seconde. OK? C'est en seconde. Vous pouvez le vérifier. Il est clair d'abord, il est en seconde. Alors, il doit être en seconde. Alors, pourquoi il est en seconde? Je vais vous montrer pourquoi. Donc, plus 1 sur taux, V de T, égale. Alors, pourquoi il est en seconde? Parce que ça, c'est quoi ça? C'est une accélération. Donc, c'est des mètres seconde moins 2. Ça, c'est quoi? C'est la dérivée de V. Donc, c'est une accélération. Mètre seconde moins 2. Alors, ça, c'est mètre seconde moins 1. Et donc, pour y avoir le plus, pour appliquer le plus, je dois y avoir là quelque chose qui est… Donc, ça doit être des secondes. Sinon, je ne peux pas faire l'addition. Parce que l'addition, ça se fait avec les grandeurs qui possèdent la même unité. Ou bien, vous pouvez le vérifier à partir de ça. Vous avez la masse, la résistance électrique, le champ, le tesla, la longueur. C'est difficile de la vérifier à partir de ça. C'est mieux de la vérifier à partir de ça. Donc, ça, c'est une durée. Okay? Alors, puisqu'on vous demande après de ça de résoudre l'équation, de trouver l'équation horaire. Pour trouver l'équation horaire, il faut résoudre l'équation différentielle. Alors, l'équation horaire,
Donc, il faut résoudre l'équation différentielle. Alors, pour résoudre l'équation différentielle avec second membre, il faut faire quoi? Pour faire ça en mécanique, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui? Pour résoudre une équation avec un second membre, quelles sont les étapes? La première étape, c'est quoi? Il faut résoudre l'équation second membre, c'est-à-dire on cherche Résolution. la Très bien. solution. Résolution. Oui. Donc, résolution de l'équation homogène. Sans second. OK? L'équation homogène, c'est-à-dire l'équation d de v de t sur dt plus v de t sur taux égale à 0. OK? C'est-à-dire on va chercher v de t homogène. OK? Voilà la solution qu'on va chercher. Ça, c'est VH. C'est la solution de l'équation homogène. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Donc, je vais atteindre. Donc, ça va donner V de T sur dt égale à moins V de T sur taux. Donc, je vais inverser là. Donc, ça va donner D de V de T sur V de T égale à moins dt sur taux. Et je vais intégrer. OK? Donc, la primitive de ce que vous avez à gauche, c'est un logarithme. C'est log de v de t. Ce que vous avez là, c'est tout simplement moins t sur taux, de ce côté-là. Donc, je vais appliquer l'exponentielle. Appliquer l'exponentielle, c'est-à-dire la fonction inverse. Donc, ça va donner de ce côté-là v de t égale… Pardon, là, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'on a oublié? Plus constant. Très bien, plus constante parce que vous intégrez son bord. Plus une constante que je vais appeler peut-être K. OK? Donc, maintenant, je vais faire l'exponentielle de tout ça. Donc, ça va donner l'exponentielle de moins t sur taux plus K. Donc, ça va donner l'exponentielle de K exponentielle moins t sur taux. Et l'exponentielle de K, je vais l'appeler tout simplement une constante A. Donc, ça est égal à A, une constante exponentielle moins t sur taux. Donc, voilà. Voilà la solution, ça je vais l'appeler VH, c'est-à-dire la solution homogène, de l'équation homogène. La deuxième étape, La solution particulière. Cherchons la solution, une solution particulière. OK? Donc, la solution particulière, ça va être la solution particulière est toujours de même type que le second membre. Le second membre, c'est une constante. Donc, la solution particulière doit être une constante. Donc, soit une solution particulière Vp de t égale à B, une constante B. Ça doit être une constante parce que le second membre, c'est une constante. Maintenant, je vais remplacer dans l'équation différentielle dv de p de t sur dt plus vp de t sur taux égale à g. Donc, le vp, c'est une constante. Donc, ça, c'est 0. Donc, d de b sur dt plus b sur taux égale à g. Ça, c'est 0. Implique b égale taux G. Voilà la constante. La solution particulière. V, P de T. Maintenant, la solution générale, donc la solution de l'équation différentielle, ça va être V de T est égal à la somme des deux solutions, VH de T plus VP de T.
est égal à quoi ça? Donc, égal, le terme qu'on a trouvé là, c'était quoi? C'était A exponentielle moins T sur taux plus taux G. Troisième étape, qu'est-ce qu'il reste à déterminer? Il faut déterminer la constante. La constante A. Très bien. Troisièmement, la constante. La constante. Donc, on va chercher A par les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est-à-dire à t est égal à 0. À t est égal à 0, on a dit que la vitesse était nulle. V de t égale à 0, égale à 0. Égale à quoi? Est égal à A fois 1. L'exponentielle, ça va donner A. Donc, est égal à A plus taux G. Implique que A, c'est tout simplement moins taux G. Donc, A, c'est moins taux fois G. Finalement, je vais remplacer A par sa valeur. V de t, ça va donner quoi? Donc, vous remplacez A par moins taux G et vous factorisez. Ça va donner taux G, facteur de 1, moins exponentielle, moins t sur taux. Voilà l'équation horaire. Ça, c'est l'équation horaire. L'équation horaire du mouvement en fonction de V. Parce que vous pouvez avoir une équation horaire en fonction de X. OK? Alors, on va essayer de dessiner ça. On va le dessiner. On va le présenter. Alors, voilà les axes. De ce côté-là, je vais voir V de t. Et là, vous avez t. Et bien sûr, là, il faut voir les cas limites. V de 0, c'est 0. Donc, on va commencer par 0. Et à l'infini. Donc, la limite de V de t quand t tend vers l'infini, ça va donner la limite de ça. Donc, ça va tendre vers 0. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner? Taux G. C'est égal à taux G. Attention. Taux G. Avec taux, vous le connaissez déjà, c'est quelque chose qu'on a défini nous-mêmes. Je ne pense pas, je l'ai défini avant. Alors, voilà taux, c'est MR B carré sur L carré. C'est donc MR sur B carré L carré G. Voilà ce terme-là, qu'est-ce qu'il est égal à ça? Donc, ça, c'est la valeur max. C'est-à-dire que ma fonction va converger à cette valeur, taux G. Donc, je vais avoir quelque chose qui fait comme ça. Ce n'est pas bien dessiné, mais je vais essayer de le refaire. Je vais changer de couleur. Alors, ça va donner ça. OK. Voilà, plus ou moins. Ça va converger vers cette valeur-là. Et bien sûr, ça, vous le connaissez déjà. Si vous faites ça et vous faites la projection, ça, c'est quoi? La valeur-là? Non. Quelle période? Ah, là, les physiciens. Taux. Ça, c'est taux. C'est exactement taux. OK? Alors, faites attention maintenant à là. On vous dit ici, et on vous dit dans la question, il faut interpréter ça. Il faut l'interpréter. OK? Qu'est-ce que vous voyez?
vous avez l'allure de la vitesse en fonction de temps. Donc, la vitesse, elle est comment là? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est variable? Est-ce qu'elle est constante? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, vous voyez que là, la vitesse, elle commence par un 0, et puis elle augmente. Et puis, à un certain moment, elle commence à se stabiliser. Elle devient constante. Ça veut dire que la vitesse, là, à l'infini, devient une constante qui ne dépend pas de temps. Donc là, à ce niveau-là, le mouvement devient comment là? Le mouvement devient comment? Uniforme. 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 Très bien. Uniforme. Et là, le mouvement il était accéléré. C'est-à-dire, le maximum d'accélération, il est là. L'accélération, c'est la tangente. Voilà l'accélération gamma. Ça, c'est gamma de t. C'est la tangente. Donc là, c'est le maximum d'accélération. Et puis, l'accélération commence à devenir horizontale. Lorsque l'accélération devient horizontale, ça veut dire qu'elle est égale à 0. Parce que la tangente, elle est nulle là. Ça, c'est gamma. Donc là, l'accélération, elle est nulle. Parce que l'accélération, c'est la tangente. Et la tangente, il est en train de diminuer là. Parce qu'il faut avoir ce alpha. L'angle alpha que vous avez là. Donc, cet angle, il est en train de diminuer. Et tangente alpha tend vers 0. Tend vers 0. Donc, implique que gamma tend vers 0. L'accélération tend vers 0. C'est-à-dire à l'infini du mouvement. Donc, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini, l'accélération tend vers 0. OK? D'abord, on peut le voir. Gamma de t, c'est quoi? Gamma de t, c'est d de v de t sur dt. Donc, vous dérivez la vitesse. Donc, si vous dérivez la vitesse, je vais voir. On va voir gamma g. Là, il y a un signe qui sort. Et puis, l'auto qui sort. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va voir g exponentielle moins taux sur g, non? Est-ce que c'est ça? Oui, oui, monsieur. Exactement, très bien. Alors, et ça, c'est très intéressant, vraiment très intéressant ça. Parce que gamma de 0, gamma de t est égal à 0, est égal à combien? À g, la pesanteur. Et gamma t vers l'infini égale à 0. Signifie quoi? Au début, l'accélération est égale à l'accélération de pesanteur. C'est comme là, à l'instant t, la tige, elle est dans un chute libre. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un chute libre parce que quand l'accélération est égale à la pesanteur, vous dites ça, c'est une chute libre. Oui ou non? Oui. Mais là, à l'infini, le mouvement devient uniforme. Ça veut dire quoi uniforme? Ça veut dire que c'est un mouvement inertiel. La somme des forces est égale à 0. Ça veut dire qu'à l'infini, lorsque t tend vers l'infini, la somme des forces est égale à 0. Donc, F plus mg égale à 0. Et donc, F, tout simplement, c'est moins mg. Ça veut dire que finalement, en effet, c'est ça que je voulais dire dès le début. Quand on vous dit que la force de la place, la force induite, il va s'opposer à la cause. Il ne va pas y arriver à le faire au début. Au début, il n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire, le mouvement, il est accéléré. Il n'arrive pas à arrêter le mouvement. OK? Et donc, mais après un certain moment qui va être supérieur à taux, beaucoup supérieur à taux, 10 fois taux par exemple, on arrive bien
avoir à créer une force F qui est de la même valeur que mg dans le sens opposé. Et c'est comme on va arrêter la cause, on va l'arrêter. On va arrêter la cause, on va arrêter l'accélération en effet. C'est pas on va arrêter le mouvement. On va toujours y avoir un mouvement, mais c'est un mouvement qui est uniforme. Donc ça veut dire que là, exactement la loi de Lenz. C'est ça la loi de Lenz en effet. C'est exactement ce qu'on a prédit avec la loi de Lenz. C'est que la force finalement doit converger vers la cause, va annuler la cause. Ça, je le fais ça qualitativement, mais vous pouvez le voir parce que la force F, c'est moi F suivant EX, et F, c'était B. C'était quoi F? BL. Ah bon. BL sur R, non? Sur R fois V de T. Ou bien il y a des carrés, non? Des carrés, non? Des carrés là. Est-ce que d'accord? Je ne me trompe pas là. Oui, c'est ça. Alors, il faut remplacer à l'infini, lorsque tu tentes vers l'infini, ça tente vers quoi? Ça devient quoi ça? Ça devient, lorsque tu tentes vers l'infini, V de T tente vers tau G, et tau G c'est MRG sur B au carré et le carré. OK? Et donc, ça, la force va tendre vers quoi? On va simplifier B L carré, L carré, qu'est-ce qu'il reste? R, il reste mg. OK? Donc, vous le voyez déjà. C'est-à-dire que la force, à l'infini, tend vers mg. Parce que la vitesse tend vers ça. Vous remplacez là, et vous voyez que vraiment la force va tendre vers la valeur de mg. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. C'est clair? Alors, vous pouvez voir encore une chose là. C'est qu'au niveau d'énergie, vous pouvez encore voir, c'est pas la claire, on a déjà parlé de ça, mais vous pouvez voir que toute l'énergie potentielle à ce moment-là doit être convertie en énergie électrique. Parce qu'on ne va pas y avoir de l'énergie cinétique. Le mouvement il est uniforme, la variation d'énergie cinétique il est nulle. Et donc, toute l'énergie qu'on va y avoir, potentielle, parce que vous êtes encore on va continuer à descendre. Vous avez une vitesse non nulle. Il est uniforme, mais non. Donc, cette variation d'énergie potentielle va totalement se convertir en puissance électrique. C'est-à-dire à ce moment-là, parce que vous ne créez pas une variation d'énergie cinétique, parce que le mouvement est uniforme, la variation d'énergie cinétique est nulle. Donc, vous continuez à descendre, la variation d'énergie potentielle est négative, donc vous créez une puissance positive. Donc vous générez de l'électricité en plus. OK? Donc, c'est une conversion de l'énergie potentielle vers l'énergie électrique. Qu'est-ce qu'il reste à dire là? Alors, je pense que c'est tout dire. Donc, là, vous voyez qu'il faut utiliser des maths, des limites et tout ça, et finalement, vous tombez sur la signification physique de la loi de Lenz, parce que finalement, la loi de Lenz, elle vous dit, on doit résister. Pour que je puisse résister, je dois générer un courant. Ce courant, il va créer une force, et cette force, finalement, il va tendre vers la cause. Donc, la force, finalement, qu'on a créée, va tendre vers la valeur de. Alors, moi, je peux vous rappeler quelque chose. Je pense, quand vous étiez au lycée, vous avez étudié un mouvement presque comme celui-là. Quand vous avez fait le mouvement d'une bille de masse M dans un milieu avec frottement. Donc, vous avez par exemple de l'eau, je ne sais pas, vous faites le mouvement dans l'eau. OK? Ça, c'est de l'eau. Et donc, je pense que vous avez montré que le mouvement de cette bille, il commence avec une accélération gamma est égale à G, et puis, à la fin du mouvement, il devient uniforme. Et je pense que vous avez tracé avec la méthode d'Euler la vitesse, et vous avez quelque chose qui tend vers une constante comme ça. D'abord, c'est la même chose. Parce que l'eau, il va résister là au mouvement de la bille.
et finalement, le mouvement devient uniforme. OK? Devient un mouvement uniforme. D'abord, c'est la même chose là. Plus ou moins, vous pouvez le modéliser mécaniquement par ça. Vous pouvez modéliser l'effet de champ magnétique par c'est comme il va générer une sorte de frottement, un freinage. On appelle ça parfois, je vais vous parler de ça après, c'est un freinage en effet, c'est un freinage électromagnétique. Vous freinez le mouvement. Un mouvement qui commence, le mouvement commence avec une accélération qui est égale à G, et puis il va finir par une accélération qui est nulle. Parce que là, j'ai oublié de le présenter, mais pour l'accélération, si vous présentez l'accélération là, l'accélération, ça commence par G et tend vers 0. Ça, c'est l'accélération gamma de t. Et ça, c'est t. Et encore, voilà là, vous avez, ça, c'est tau. OK? Et pour la force, si vous tracez la force, alors la force commence par 0. C'est comme la vitesse. Donc, la force F de t, en fonction de t, ça commence par 0 et ça tend vers mg. La valeur que vous avez là, c'est mg. Ça, c'est la force F de t. OK? Je pense qu'aussi tout pour cet exercice. Donc, je vais vous laisser, si vous voulez, poser des questions.